Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Donc ça, c'est une citation de Carl Gustav Jung. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais même rajouter une deuxième citation donc, de la même personne qui dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Alors ces deux citations, moi je les trouve énormissimes. Donc je le répète, c'est de Carl Gustav Jung, donc psychiatre suisse. Elles sont énormes parce que quand on regarde par exemple à celle qui était à l'écran, donc nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes, eh bien quand on regarde un petit peu le monde de la spiritualité et le développement personnel, on va se rendre compte que très souvent on va utiliser des méthodes, des outils, des moyens qui finalement imaginent des figures de lumière, c'est-à-dire qu'on va essayer de visualiser pour se sentir bien, on va essayer de modifier le mental ego, on va essayer de créer des choses avec notre conscient qui devraient nous amener à être éclairés. Ça fonctionne un petit peu, mais pas tant que ça, mais ça fonctionne un petit peu. Alors que la méthode qui fonctionne vraiment bien, c'est aller dans les ténèbres pour les rendre conscients. Et là, à ce moment-là, en termes de résultats, c'est complètement le jour et la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde cette citation, en fait, Jung, entre guillemets, on pourrait dire, il a tout dit en une phrase. Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière. C'est-à-dire que là, il faisait référence à une recherche superficielle ou idéalisée de la spiritualité, où on va se concentrer justement sur le fait que des aspects positifs ou lumineux, c'est-à-dire que il y a les aspects positifs dans la vie et les négatifs, pour dire entre les deux le neutre. Du coup, on ne regarde que ce qui nous intéresse pour se croire donc éveillé ou donner un semblant d'être éveillé et donc d'être dans la spiritualité et donc d'avoir une sorte de semblant d'avancer. Alors que justement, par cette citation, ce que Jung il veut dire, c'est justement, en fait, la entre guillemets vraie spiritualité, où l'illumination provient de l'exploration et de la conscience de nos parts d'ombre, plutôt que d'être en quête d'idéaux abstraits ou irréalistes. Alors si on reprend la première partie de la citation, nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, du coup, qu'est-ce que ça veut dire imaginer des figures de lumière ? Ça veut dire notamment refuser d'accepter ces émotions négatives, c'est-à-dire ignorer ou refouler la colère, la tristesse, la culpabilité, la peur, pour essayer de projeter une image uniquement joyeuse, ou quelque chose de juste positif. Donc là, on va retrouver les discours un petit peu, il n'y a pas de hasard, tout est juste, etc. Ce qui permet en fait de ne pas trop rentrer, notamment dans justement des discours un petit peu plus approfondis, qui viendraient prendre ce qu'il y a sous le tapis, le remettre à la surface, donc des choses négatives. On va idéaliser aussi les autres ou voir soi-même pour ne voir que les qualités donc positives de la personne ou du soi, ce qui permet encore une fois d'occulter les défauts ou les limites, soit de la personne, soit de nous-mêmes. Par exemple, dans ces deux points-là, ces deux points qui sont extrêmement présents dans le récit Flamme Jumelle. Ce que l'on va retrouver également, c'est une sorte d'intention de recherche d'une spiritualité entre guillemets pure, donc qui permet de s'attacher donc à des pratiques dites spirituelles uniquement pour se sentir bien, et ce qui permet encore une fois d'éviter les processus difficiles de transformation intérieure. Alors ce qui est intéressant dans les trois premiers points que j'ai donnés, donc refuser d'accepter ses émotions négatives, idéaliser les autres ou soi-même et rechercher une spiritualité pure, c'est qu'en fait on va utiliser la conscience pour overrider, pour essayer de bloquer la vérité contenue en nous et qui est révélée par l'ego mental. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment la méditation un petit peu traditionnelle, comme on l'apprend assez rapidement, par exemple un truc de base, qui va être de fermer les yeux et puis de compter le nombre de fois qu'on a inspiré, expiré, et bien d'autres formes de méditation, en fait, où on va mélanger la visualisation, etc., ça occupe, ça empêche, mais on ne s'en rend pas compte au départ, d'obtenir l'information qui est contenue et divulguée par l'ego mental. Ensuite, on va avoir comme critère l'évitement des conflits. Donc là, on va fuir toute situation désagréable ou confrontation en présentant que tout va bien ou que du coup, on ne rentre pas dans ce genre de choses-là, alors qu'en fait, ce qui est révélé, c'est peut-être un manque de limites personnelles, un manque d'affirmation personnelle et ou d'estime de soi, et qu'en fait, on a peur, en fait, tout simplement, de poser les cartes sur la table. Ce qu'on va retrouver également, c'est sous ce
imaginer des figures de lumière, c'est s'attacher à une image parfaite de la vie. On a envie de voir la vie en rose ou idéalisée. Et donc du coup, on va chercher une sorte de bonheur constant ou un état de perfection irréaliste, mais sans accepter les imperfections de la réalité. Enfin, sans accepter ce qu'on appellerait ou ce qu'on jaugerait les imperfections de la réalité. Et ça, c'est déjà en fait faire une sorte de tri. En fait, on est toujours dans la même idée. En fait, on est toujours dans un tri de dire ça je garde et ça je prends pas. Et la dernière fois, j'ai écouté un moine Shaolin là, qui est assez connu sur Instagram. Il doit avoir quelque chose comme 600 000 abonnés. Et il a son... Alors, je pourrais pas prononcer son nom parce que c'est en chinois, donc je l'ai pas retenu. Mais il a son centre en Allemagne, enfin, son temple Shaolin où il enseigne le kung-fu donc aux gens, etc. Mais qui dit kung-fu dit arts martiaux, mais dit aussi le mindset qui va avec. Et il disait, mais dans la vie, dans n'importe quel projet dans lequel on va se lancer, et d'où le concept yin-yang, c'est qu'il y aura les avantages de se lancer dans ce projet, puis il y aura aussi les inconvénients. Et il disait, même si on le veut, ce n'est pas possible de n'avoir que l'un sans l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir que les avantages sans les inconvénients. Et il disait justement ça, en fait, et on retombe toujours sur les mêmes idées, en fait. C'est pour ça que Jung ou un moine Shaolin va dire les mêmes choses, parce que c'est un constat de l'observation de comment les choses sont, enfin, finalement, qu'elles soient à l'extérieur, en termes de matérialité, ou qu'elles soient dans les fonctionnements de l'intériorité. Et dès qu'on commence à observer l'intériorité, on va se rendre compte que, bah oui, effectivement, des gens comme Jung, etc., et puis il y en a plein d'autres, et des bouddhistes, etc., ne font que essayer de tenter d'expliquer, chacun à sa manière, comment l'intériorité fonctionne. Et donc, le je veux avoir que les avantages mais pas les inconvénients, même si on essaye de le faire, apportera de toute façon des inconvénients, c'est-à-dire une souffrance. Et là, on retombe sur ce que disent les bouddhistes, qui disent la source de toute souffrance est la résistance à ce qui est. Et donc du coup, on ne veut pas des avantages, donc on va commencer à bloquer, refouler, nier quelque chose qui est, et ça, c'est ce qui crée notre mal-être. Un autre critère qui est extrêmement présent, c'est refouler des traumatismes ou blessures, c'est-à-dire ne pas vouloir explorer des souvenirs ou expériences douloureuses en prétendant qu'elles n'ont pas d'impact ou plus d'impact, ou voire dans des cas un peu plus subtils, qu'on a déjà travaillé tout ça, donc c'est pas la peine d'y revenir. En même temps, pourquoi avoir peur d'y revenir si ça a été nettoyé ? Parce que en fait, c'est encore une forme de résistance. Mais ça a un poil plus subtil et ça fait partie des choses qu'on va se rendre compte assez régulièrement dans ce parcours de guérison. Je donne un exemple, la blessure du rejet par exemple. Mais tout le monde l'a celle-là. C'est juste un mécanisme, j'ai envie de dire, mécanique automatique de l'ego mental, bien évidemment, mais ça fait partie de... c'est comme la pluie, quoi. Toutes les personnes sur la planète connaissent la pluie, enfin, ça fait partie des mécanismes de base, en fait, ou des processus de base de l'ego mental. Et donc, la peur du rejet, par exemple, Marie peut très bien avoir peur de parler en public et travailler sa peur du rejet. Puis elle dit, ouais, c'est bon, j'ai réglé ma blessure du rejet. Bah, pas forcément, parce que Marie, par exemple, aura peut-être peur de lancer sa chaîne YouTube pour proposer ses produits ou ses services, ou bref, la chose qu'elle voudrait que le public soit au courant. Et donc, du coup, là, elle va encore faire face à, ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si jamais j'élève ma voix, VOIE, enfin VOIX, mais qui me permet d'aller sur ma voix VOIE. Et là, on aura peur des critiques, des rejets, etc., des trolls, des trolliens et des trolliennes, parce qu'il y a des gens sur les vidéos qui vont cracher leur venin. Et donc, du coup, là, ce qui peut se passer, c'est que la personne, par exemple, est dans un refoulement, en fait, entre guillemets, d'une blessure de l'âme ou d'un traumatisme, parce qu'elle va croire qu'elle l'a guéri, en fait, sa blessure du rejet, parce qu'elle a travaillé sur la peur de parler en public. Et sur cet aspect-là, révélé, enfin, la peur du rejet est révélée sur cet aspect-là, parler par exemple sur scène en public, mais on va la retrouver aussi, la peur du rejet, notamment en étant chez soi et créer un podcast ou une vidéo pour parler de XY et de poster ça sur YouTube. Donc en fait, la blessure du rejet en elle-même peut se présenter sous plein d'aspects différents dans des situations différentes. Par exemple, combien de fois j'ai rencontré des femmes qui me disent « Oui, non mais moi c'est bon, la blessure du rejet, je l'ai complètement guérie. » Je fais « Ah ouais ?» Et du coup, t'es célibataire ? Ouais, pourquoi ? Et du coup, quand tu vois un beau mec dans la rue, tu fais quoi ? Je fais, tu vas le voir ? Enfin, bah non, surtout pas. Je fais, bah tiens, tu vois, regarde, la peur du rejet, elle est encore là. T'as peur de passer pour une femme facile, t'as peur de passer pour une prostituée, t'as peur de passer pour blabla, blablabla, blablabla, et t'as surtout peur d'un truc. Qu'est-ce qui se passe si j'ose
être moi-même et d'aller voir la personne parce que je le trouve mignon. Donc j'aimerais me connecter avec et puis voir où cela nous mène, mais j'ose pas le faire parce que j'ai peur de me manger un nom. Ça c'est un autre aspect de la peur du rejet. Certes, engrammé parce que l'éducation, le conditionnement est tatati tata, on est d'accord. Parce que je dis aussi clairement comme je le pense, la femme est tout aussi capable qu'un homme. Pour moi, il n'y a aucune différence entre les deux. Bon, il y a peut-être qui ont des cheveux longs et d'autres qui n'ont pas de cheveux, mais ça, malheureusement, ça c'est pour le coup, c'est une histoire de génétique. Mais sinon, c'est la même chose. C'est juste que la femme a été éduquée / conditionnée à un certain nombre de choses, et puis l'homme à d'autres choses. Puis on va retrouver aussi des points communs. Mais la femme est tout aussi capable. Mais pour autant, Marie a travaillé sa peur de parler en public, super, elle n'ose pas lancer sa chaîne YouTube, et elle n'ose pas aborder un homme dans la rue. Donc la peur du rejet va se retrouver sur des aspects différents. Du coup, quand avons-nous vraiment fini de guérir? Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand, moi par exemple dans mon approche, ce que je fais, c'est la chose suivante, je regarde tous ces différents paramètres. Il y a la peur de parler en public, il y a la peur d'aborder par exemple un homme dans la rue, et puis la peur de lancer sa chaîne YouTube. Pour moi, c'est 3 situations différentes, mais qui vont mettre en jeu la peur du rejet. Donc quand on veut faire un travail, on va dire un peu plus global, l'idée, ça va être de dire, où t'as peur du rejet? Ou actuellement dans ta vie, entre ce que tu aimerais faire et ce que tu fais, etc., ou des choses que tu n'oses pas faire, mais que tu sais que tu devrais faire, finalement, dans tout ça, où va se manifester, si on bossait sur la peur du rejet, ce fameux rejet. Puis là, on va le travailler. Et c'est là que c'est intéressant, parce que l'approche est complètement différente, c'est-à-dire que aujourd'hui, toi qui écoutes la vidéo, t'en es là où t'en es. Ok, donc tu vas vers une certaine direction. Que tu le veuilles ou pas. Que tu décides de la direction, de toute façon tu vas quelque part. Mais finalement, au cours de ce parcours, ce chemin du quotidien, on va faire face à un certain nombre de résistances ou d'obstacles, bref. Et ce qui est intéressant, c'est de les traiter quand ils surviennent. Et c'est intéressant parce que justement, ce qui est devant nous demain, en termes de résistance, de blocage, de peur, etc., fait partie de notre réalité, sur notre chemin, et en les traitant, ça permet de rester connecté à la réalité. Et voici pourquoi. Là, je vais rentrer dans un nouveau marketing de réseau. Donc à un moment donné, je vais recruter des clients et des distributeurs. Imaginons que Marie soit une distributrice. Elle est hyper déterre, super motivée, elle rentre dans le marketing de réseau, et puis arrive l'étape sur son chemin où à un moment donné, il faut bien communiquer, peu importe le moyen, sur les produits, les services, l'opportunité, bref. Ce qui fait que les gens sont au courant et les gens derrière peuvent, après, se décider. Puis là, Marie va se rendre compte que, du coup, elle a peur. Ça fait une semaine qu'elle doit appeler des gens, qu'elle sait qu'elle peut appeler des gens, qu'elle sait qu'elle peut communiquer, mais elle ne le fait pas. Et là, il va y avoir 3 cas de figure. Le premier, c'est la personne qui va donc rebrousser chemin et arrêter le business parce que finalement elle était juste motivée comme ça pendant 2-3 jours, mais qu'elle a fait une erreur de jugement et donc du coup c'est pas pour elle. Le cas numéro 2, ça va être la personne qui dit je vois bien que je suis bloqué, donc je vais essayer de retrouver et de guérir le ou les endroits du passé qui font que du coup aujourd'hui j'ose pas communiquer que ça. Donc là on part dans une quête qui donne l'impression de travailler sur soi, et d'un côté c'est un peu vrai, mais en même temps c'est aussi de la procrastination. Donc ça, on est dans imaginer des figures de lumière, c'est-à-dire on va ne pas se confronter à la réalité de terrain ici maintenant, mais on va partir dans utiliser X méthodes qui devraient nous permettre, en ressassant le passé, à quel moment dans notre enfance ou l'adolescence, bref, s'est instaurée la peur du rejet. Et on pense que du coup, en travaillant ça et en dissolvant ça, du coup, ça devrait nous débloquer ici dans l'instant. Alors, le problème avec ça, c'est que ça peut, et je dis bien ça peut être un peu vrai, sauf qu'il y a un peu comme une balance avec 2 plateaux, il y a un peu de vérité, mais il y a un peu d'imagination, de rêverie, d'illusion. Bref, imaginer des figures de lumière. Donc on va se sentir éclairé en imaginant des figures de lumière. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est que la 3e option, c'est la manière la plus simple et la plus directe. Marie donc se rend compte, toujours pareil, que ça fait une semaine qu'elle aurait dû appeler des gens. Là, elle va utiliser des techniques, comme notamment l'EFT, mais pour traiter ce qui se passe ici maintenant, sans chercher à savoir est-ce que le ici maintenant est dû à, un traumatisme que j'ai vécu à 7 ans et demi quand j'étais en CM2 ou je sais pas quoi, et comment je vais mesurer que ce que je fais fonctionne, parce que je me rends compte, dans l'ici maintenant, que je suis capable de commencer à passer des appels. Ça ne veut pas dire que la technique sera parfaite, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas, après, des techniques de commerciaux à apprendre, ou des techniques commerciales, pardon,
ou améliorer sa diction, etc., etc., mais la personne passe à l'action. Et quand après, Marie, elle a commencé à recruter un réseau, etc., etc., à un moment donné, son réseau va être suffisamment grand. Et donc, la nécessité du business demandera à Marie maintenant de réserver une chambre d'hôtel, une salle d'hôtel, pour faire une présentation devant 25, 50, 100, 200 personnes en fonction de la taille de son réseau. Et là, Marie peut être confrontée à une autre sous-couche de la peur du rejet, c'est que là, c'est pas juste j'appelle une personne au téléphone et puis si je me fais rejeter, c'est juste entre moi et l'autre personne, c'est je suis en train de m'exposer moi-même avec mes idées, ma façon d'être, etc., devant 100 personnes différentes qui peuvent soit être un peu d'accord avec moi, soit beaucoup d'accord, soit pas du tout, enfin bref, je vais avoir plein d'opinions diverses et variées. Et là, Marie va recommencer ce travail-là, donc l'étape 3, ou la troisième option, qui consiste à dire ok, du coup, ça fait 3 semaines que je sais que organiser un événement dans l'hôtel est important pour mon business, pour moi, mais pour les gens qui sont sous moi. Ça fait 3 semaines que je me raconte des cracks qui fait que du coup, c'est toujours pas fait. Et là, elle va réutiliser le même procédé pour commencer à réserver, pour ensuite annoncer ça à son réseau, pour ensuite passer à l'action. Et quand ça, elle l'aura fait un certain nombre de fois, organiser un événement, ça sera aussi simple que je descends au café en bas et puis je me demande un café. Alors ce qui est intéressant avec cette troisième manière de faire, c'est que on se sert de ce qui se présente devant nous dans l'ici maintenant pour rendre les ténèbres conscients. Et c'est comme ça qu'on deviendra éclairé. Et donc on peut vérifier que ce qu'on a fait fonctionne parce que le blocage en question, la résistance, la peur, n'est plus. Et donc on peut passer à l'action. Et donc derrière on peut ensuite mesurer les résultats et puis ajuster, refaire et ajuster le tir jusqu'à que les résultats correspondent vraiment à ce qu'on veut. Alors que dans l'option numéro 1, quand la personne dit « Ah non, mais en fait je suis juste motivé comme ça, mais je me suis trompé, c'est pas pour moi », malheureusement ce qu'elle voit pas, c'est que donc du coup elle rebrousse chemin, mais elle ancre en elle le côté je prends toujours des décisions un peu bidons, ou je m'enflamme un peu vite, mais il y a aussi ce qu'elle voit moins, c'est « et je m'enflamme un peu vite, et au final, je ne suis jamais mes décisions. Jamais je ne tiens mes engagements. Et donc jamais j'atteins mes résultats. » Dans le cas numéro 2, c'est un peu un intermédiaire entre l'option 3 et l'option 1, c'est-à-dire que d'un côté on a vu les problèmes, mais on ne veut pas trop s'y confronter là, ici, dans l'instant. Du coup, on va un peu tabler en croisant des doigts sur au petit bonheur la chance de « ouais, mais si j'utilise X technique avec des états de conscience altérés ou je sais pas quoi, qui fait que du coup je retrouve l'événement racine qui fait que à 7 ans et demi, en CM2, j'ai vécu tel trauma et ça c'est la cause qui fait que j'arrive pas à passer mes appels ici maintenant, et si ça je le nettoie, je le guéris ou je le transforme ou je le transmute, du coup ça va me régler mon problème. Il y a deux options, soit ça marche, et du coup on le voit tout de suite aussi, puisque du coup la personne passe ses appels, puis derrière il y a des résultats, donc ce problème qui était n'est plus, soit, comme c'est très souvent le cas d'ailleurs, parce que déjà, il faut s'auto-diagnostiquer, il faut être sûr que l'événement sur lequel on travaille est le bon, donc là, c'est pas forcément le cas. Et dans le cas numéro 2, c'est que, dans la deuxième option de cette deuxième option, c'est que le problème il n'est pas réglé, donc du coup, on part dans une quête éternelle de travail sur soi, etc. Et là, on est en train d'imaginer des figures de lumière. En fait, on est, sans se rendre compte, on est déjà dans une forme de détournement, de blocage, de refoulement de l'arrêté terrain qui dit « j'ai des appels à passer, ça fait partie du business, j'ai peur de le faire. Je traite ici maintenant ma peur de le faire et je vais mesurer l'avancée que j'ai par ma capacité à passer des appels ou pas. » Et donc là, la personne, c'est pas ce qu'elle va faire. Donc du coup, elle va partir dans une quête éternelle de trouver le fameux bon trauma, ou alors après du coup, ouais, mais il y a la blessure de trahison, de rejet, nanana, donc c'est un mix de tout ça. Et en fait, pendant qu'on fait tout ça, qui va permettre quand même d'apprendre des choses sur soi et tout, en fait, on prend pas le taureau par les cornes. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de dire, voilà, sur mon chemin maintenant, voici ce que je constate, voici ce que j'ai à traiter. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, on n'est plus dans s'imaginer des figures de lumière, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une sorte de recherche de spiritualité pure, ou une sorte d'idéalisation du travail sur soi, ou d'image parfaite de la vie. C'est-à-dire qu'on traite les choses quand elles se présentent. Et pourquoi je trouve que c'est bien mieux de faire ça ? Tout simplement parce que voici la chose suivante. On va revenir sur le parcours FJ pour que ce soit un exemple qui parle à tout le monde. Si on fait de l'EFT tous les jours sur une base régulière, etc., à la fin on arrive à la complétude. Donc la personne X, on va dire Marie,
n'a plus de pensée, d'image, de son, de sensation physique, plus rien par rapport à la flamme jumelle, c'est une histoire du passé. Donc Marie, dans sa zone de confort, elle est entre guillemets en complétude, elle se sent bien au quotidien, dans sa routine quotidienne. Maintenant, définir des objectifs, aller vers ces objectifs, va forcément amener à une sortie de la zone de confort. Qui dit sortie de la zone de confort, dit changement, qui dit changement, dit forcément tôt ou tard, en fonction de la taille du changement, parce que si c'est un micro-changement, il ne va pas trop rien se passer, enfin il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, si on fait des changements plus grands, là, on va avoir l'ego mental qui va revenir avec une peur, un doute, une résistance, une aversion, une émotion négative, parce que pour lui, il fait hop, c'est pas dans Google Maps ça. Où est-ce que tu vas? On n'a pas le chemin, on n'a pas la suite. Comme on ne sait pas c'est l'inconnu, tu sais qu'on n'y va pas. Donc du coup, Marie, qui était dans sa zone de confort, peut croire qu'elle a tout fini de guérir, etc. et qu'elle se sent bien au quotidien. Oui, dans sa zone de confort. Mais dès qu'elle va commencer à en sortir, il va y avoir d'autres choses qui vont se présenter. Et donc, on se rend compte que, entre guillemets, on peut toujours avoir quelque chose à guérir, entre guillemets, parce qu'on va toujours, à un moment donné, avoir l'ego mental qui, dès qu'on part dans l'inconnu, va venir faire « halte là, où est-ce que tu vas ?» Et notre game, à nous, en tant que capitaine du bateau, c'est de dire « je sais que c'est comme ça que ça va se passer », c'est un petit peu comme « je sais que si je sors sous la pluie sans parapluie, je vais te mouiller ». C'est la life. Mon but, c'est pas de savoir, alors est-ce que là, la résistance que j'ai maintenant, que j'avais pas hier, est-ce que c'est la blessure de rejet, d'abandon, trahison, ceci, cela, patin, coup fin, est-ce que c'est quand j'avais 7 ans, 6 ans, 4 ans, est-ce que c'était à l'école, chez les parents? Là, on se trompe de chemin pour moi. C'est trop lent en fait, et c'est trop long, et puis c'est trop embrumant. C'est ok, j'ai un nouveau truc qui vient de se réveiller. Pourquoi j'ai ça? Quelle est la peur? De quoi ça me protège? Quel est l'avantage d'avoir cette peur? Quel est le désavantage d'avoir cette peur? Et en se posant ces questions-là, et en faisant notamment de l'EFT dessus, la barrière, poum, commence à tomber, et on commence à pouvoir avancer sur le chemin. Alors si je reviens à la liste de tout à l'heure, où on s'était arrêté à refouler des traumatismes ou blessures, donc ne pas vouloir explorer des souvenirs ou expériences douloureuses en prétendant qu'elles n'ont pas d'impact, c'est aussi pour ça que j'ai raconté cette histoire-là, puisque finalement dans l'option 2, en fait d'un côté on va explorer des souvenirs, des expériences douloureuses, mais en même temps, comme on ne veut pas le faire de manière directe, c'est un peu subtil parce que c'est aussi une manière de refouler. Donc c'est, on pourrait dire, une moitié de refoulement. Ensuite, on a être excessivement optimiste, donc utiliser un optimisme exagéré pour masquer les véritables problèmes ou défis personnels. Puis on a s'identifier uniquement à ses qualités, donc se définir uniquement au travers de ses succès, ses forces ou ses bonnes actions en oubliant d'intégrer ses failles ou ses zones d'ombre. Ça, par exemple, je l'entends très souvent en coaching. Combien j'ai de clients qui me disent « Oui, mais moi à l'époque j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je suis ci, et ça, et ça, et ça. » Et ils me le répètent 7, 8, 9 fois dans la séance. Et je leur dis c'est intéressant parce que je t'ai demandé quel était le problème numéro 1 qui fait que tu es venu en séance aujourd'hui, et tu me racontes des succès passés qui sont certainement vrais. Mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi tu insistes autant pour venir répéter que tu es ceci, que tu es cela, ou que tu as été ceci et que c'est cela? Ça ne répond pas à ma question. Et en fait, c'est parce que la personne utilise finalement ses qualités pour venir bloquer les réponses de son ego mental sur ces zones d'ombre. Alors maintenant, regardons quel genre de pratique rentre dans la case de s'imaginer des figures de lumière pour se croire éclairé, alors qu'en fait l'idée c'est de rendre les ténèbres conscients. Puisque le principe, c'est toujours pareil, c'est le blocage, le refoulement, l'évitement de ces zones d'ombre. Donc on va retrouver les visualisations idéalisées, où on se concentre uniquement sur des images mentales de lumière, d'anges ou de figures spirituelles parfaites, sans chercher donc à comprendre ses propres zones d'ombre. Donc ça permet de bloquer la recherche des zones d'ombre. Donc c'est toujours un petit peu le même procédé. Ensuite, on va retrouver les affirmations positives excessives. Répéter des phrases optimistes pour se sentir mieux sans confronter les croyances limitantes ou les blessures sous-jacentes. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est d'ailleurs appelé maintenant par beaucoup de psychologues et de coachs, notamment aux États-Unis, de la toxic positivity. Puisqu'en fait, même si l'intention paraît être bonne, c'est-à-dire le but c'est de se répéter des choses positives pour se sentir bien, en fait finalement pour se sentir bien, malheureusement je vais devoir recopier ce que dit Jung, va falloir rendre les ténèbres conscients pour dissoudre les ténèbres entre guillemets, les schémas négatifs pour que derrière ça ne produise plus de mal-être. Ensuite on va avoir donc des méditations axées uniquement sur le positif, donc méditer en se focalisant uniquement sur des énergies lumineuses ou des ressentis agréables sans accepter donc forcément le reste, les émotions inconfortables qui émergent. Donc finalement, on se rend compte que
méditation ou visualisation ou les affirmations positives, c'est toujours le même objectif, ressentir du positif en niant, bloquant le négatif. Ensuite, il va y avoir les quêtes spirituelles superficielles, c'est-à-dire chercher des expériences mystiques ou transcendantes, comme des retraites ou des rituels pour échapper à ces problèmes terrestres ou psychologiques. Tout en espérant, comme je disais tout à l'heure, que ça vienne régler un problème, sauf qu'on sait en général pas vraiment lequel, et c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'on croise les doigts et on espère que ça le fasse. Et c'est là le côté un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, vicieux de ce genre de pratique, c'est que oui, parfois ça va le faire, oui, parfois ça va débloquer quelque chose, mais... Et de très nombreuses fois, en termes de guérison des traumas, etc., il ne va pas se passer grand-chose. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on va tomber dans l'association de comme j'ai vécu une expérience. Par exemple, pour l'ayahuasca, je suis parti au Pérou, l'expérience en elle-même, j'ai vécu ci, j'ai vu ça, j'ai vu des formes géométriques dans ma tête, des couleurs violettes, du ci, du là, du ré, du fa, etc. Il y a l'événement en lui-même qui est l'expérience qui est géniale, mais ça n'a pas guéri de trauma. Et parfois, ça peut le faire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce genre de pratique, c'est qu'en fait, on n'a pas la main. Déjà, 1, on ne sait pas sur quoi on va travailler. 2, on n'a pas la main sur le procédé. Et 3, on n'a pas la main sur le résultat. Et donc, ça veut dire qu'on y va un petit peu les doigts croisés, au petit bonheur la chance, en espérant que quelque chose ou quelqu'un, ou que le processus par lequel je vais passer, s'il te plaît, guéris-moi de ce que je sais pas trop. Je dois avoir des traumas, des trucs. Donc, j'espère que quand je ressors de là, je vais m'endormir. Quand je me réveille, j'espère que j'ai plus de trauma. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Et par exemple, dans le parcours Flamme Jumelle, et si on en revient à une thématique qu'on connaît, comment on sait que ça c'est vrai ? Parce que les gens qui ont fait tout ça, il faut que je fasse une compilation de tous les outils, toutes les méthodes qui correspondent à ce genre de trucs-là, ont été utilisés par ces gens-là, et à la fin, ils ont tous les mêmes problèmes. J'arrive pas à l'oublier, ça fait un an que j'ai pas de nouvelles, j'y pense tous les jours, Alors certes, c'est un petit peu moins souffrant qu'avant, etc. Mais j'y pense toujours. Ouais, parce que le cœur du problème n'a pas été touché. Et en plus, dans le parcours dit Flamme Jumelle, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas un cœur du sujet, c'est qu'il y a plusieurs cœurs ou plusieurs racines, on va dire centrales, qu'il va falloir les déloger. Et en plus, dans le parcours FJ, c'est pas le cœur du problème, c'est on pourrait dire, il y a plusieurs piliers centraux qu'il va falloir déloger. Et ça, soit on a de la chance et en faisant des techniques comme ça, des quêtes, etc., on arrivera à les toucher, mais du coup, ça rend le voyage beaucoup plus lent, en fait. En fait, c'est comme si on espérait, comme ça, les yeux bandés. Tu vois, imagine un mec à la plage qui va pas avec son détecteur de métaux pour trouver des bagues en or, etc., pour revendre derrière et gagner de l'argent. C'est un peu comme ça, quelqu'un qui va un peu sans sa machine, les yeux bandés. Est-ce qu'il va trouver à un moment donné des choses ? Oui, mais qui va plus vite ? Le mec avec son détecteur de métaux ou l'autre les yeux bandés qui dit tiens, je brasse du sable avec mon tamis et puis j'espère trouver quelque chose. Moi je sais pas toi, mais si je devais faire cette activité, je prends un détecteur de métaux direct, puis j'en prends un qui est précis, parce que je vais pas passer 1000 ans sur la plage, je te le dis direct. Et donc du coup, soit on utilise ce genre de quête spirituelle un peu superficielle, qui de temps en temps vont taper juste, mais finalement, de très nombreuses fois, ne vont pas faire grand-chose, ou très légèrement, du coup ça rend le voyage très lent, mais aussi très long. Ou alors on utilise des moyens beaucoup plus directs, mais qui demandent d'être délibérément plus proactif et conscient. Et forcément, c'est ce que dit Jung, rendre les ténèbres conscientes. Donc ça part forcément d'un choix délibéré. Et pour donner une image, c'est comme si, en septembre, on va dire, tiens, je vais à la plage, et mon but c'est, donc maintenant les plages on va dire sont désertes, et mon but c'est de trouver toutes les bagues en argent, les colliers en argent, et tous les bijoux comme ça qui auraient été perdus à la plage. Il y a 2 options. Option 1, j'y vais avec les yeux bandés, et avec mes petites mimines ou un petit ami, puis je remue du sable un peu au petit bonheur la chance, et puis de temps en temps, est-ce que je vais trouver quelque chose ? Ouais, mais ça risque d'être lent et très long. Ou alors, je m'achète un détecteur de métaux hyper sophistiqué, et là, ça va carrément plus vite. Et à la fin, je vais aussi trouver des bagues, etc. Mais si on compare, cette option-là est plus rapide, et elle donne beaucoup plus de résultats. Et c'est ça la différence qu'il y a entre l'étape 2 de tout à l'heure, et Marie, qui est donc à l'étape 3, qui dit « ça fait une semaine que je dois passer des appels, donc je me rends bien compte que j'ai une résistance là, à passer des appels, qu'on va appeler peur du rejet. Ok, je vais faire de l'EFT dessus. Et je vais le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, jusqu'à que je me rende compte qu'en fait, j'arrive à passer des appels. Puis une fois que j'arrive à passer des appels, il y a l'étape 2, qui consiste à dire, maintenant je peux travailler la technique. Je peux travailler mes qualités de commercial. Je peux travailler ci, je peux travailler ça, ma diction, mon truc, mon bidule, ma présentation, bref. Et du coup, je vais pouvoir mesurer les changements que je fais en fonction des résultats que ça donne.
Alors ensuite, après les quêtes spirituelles superficielles, on va avoir recherché des maîtres ou gourous idéalisés, donc projeter son besoin de lumière et de perfection sur une figure externe, en évitant de prendre donc la responsabilité de son travail intérieur. Donc ça, c'est dans la matérialité 3D, mais ça va de pair avec des, on pourrait dire, des gourous idéalisés, mais style ange, guide, etc. C'est très similaire. Il y en a un, c'est dans l'immatériel, et l'autre, ça va être dans le matériel. Ensuite, des pratiques ésotériques non intégrées, c'est-à-dire s'investir dans des pratiques comme le tarot, les cristaux, la canalisation, pour se connecter à des énergies entre guillemets élevées, sans utiliser ces outils pour examiner ses propres parts d'ombre et ou inconscientes. Alors je ferai juste une petite aparté sur l'histoire du tarot. À la base, le tarot est un outil d'auto-coaching psychologique dans son sens étymologique du terme, c'est-à-dire psychologique, l'étude de l'âme, du souffle, de l'air, de la vie et du mental. Donc à la base, le tarot, c'est fait pour j'ai détecté un problème en moi. Par exemple, Marie qui dit bah tiens, j'arrive pas à passer mes appels quoi. Comment je peux surmonter ce problème? Du coup, la personne se tire les cartes elle-même et en fonction des cartes qui vont sortir, chaque carte a des significations. Donc du coup, donc les événements majeurs et mineurs, etc. Et donc du coup, en interprétant les différentes cartes, ça lui donne un scénario. Donc elle s'est posé une question, ensuite elle le lit et interprète avec son mental ego. Donc la signification des cartes sur la table, ce qui du coup amène de l'information en retour à son mental ego qui lui va relâcher une info, une idée, où il y aura une prise de conscience. Et ça c'est fait pour que la personne puisse avancer sur son travail de guérison. Ensuite on va avoir la poursuite de l'éveil instantané, c'est-à-dire vouloir atteindre l'illumination ou la spiritualité rapidement sans passer par le processus de travail sur soi et d'intégration de ces aspects inconscients. Ça, on pourrait dire, c'est un petit peu le paquet cadeau de toutes ces pratiques-là qui permettent de bypasser finalement les étapes inconfortables. Et ensuite, en dernier point, on va avoir participé à des cercles spirituels trop centrés sur l'amour et la lumière, c'est-à-dire se limiter à des communautés prônant uniquement la positivité et évitant les discussions sur les luttes intérieures, la souffrance ou les épreuves. Alors finalement, dans cette vidéo, ce qu'on se rend compte, c'est que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, c'est-à-dire en faisant en sorte de nier, bloquer, refouler, éviter nos parts d'ombre, mais en allant regarder de manière consciente et délibérée ces parts d'ombre. Donc en fait, c'est deux mouvements intérieurs complètement opposés. Alors finalement, dans cette vidéo, ce qu'on se rend compte, c'est que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, c'est-à-dire en faisant en sorte de nier, bloquer, refouler, éviter nos parts d'ombre, mais en allant regarder de manière consciente et délibérée ces parts d'ombre. Donc en fait, c'est deux mouvements intérieurs complètement opposés. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les ténèbres conscients? Eh bien, on peut utiliser des thérapies basées sur la parole, notamment des thérapies analytiques donc inspirées de Jung. On va avoir aussi la thérapie comportementale cognitive, les thérapies émotionnelles et intégratives, donc les TCE, ou somatic experiencing. On va avoir aussi des thérapies sur la pleine conscience, et notamment la thérapie d'acceptation et d'engagement. Par exemple, moi avec mes clients, je fais un mix en fait de tout ça. Et ça, c'est extrêmement rapide et puissant. On va aussi pouvoir ajouter l'EFT. Et pourquoi l'EFT c'est extrêmement puissant, même si on le fait seul? Parce que même si au départ, on travaille, on réactive un problème, vu que le but c'est d'être dans l'ouverture de ce qu'il y a dans notre cave, et donc le côté je vais regarder consciemment mes ténèbres, en étant par la pratique dans cette posture, on permet la chose de remonter à la surface, de la traiter en faisant le tapping, mais également d'avoir accès aux autres racines qui sont derrière la racine, qui sont joints à la racine, et qui sont collées aux autres racines qui sont joints à la racine première. Donc du coup, on va pouvoir travailler comme ça sur tout un tas de sujets satellites qui remontent par le sujet central sur lequel on est en train de bosser actuellement. Ensuite, on va avoir des thérapies axées sur les traumatismes style l'EMDR, donc le Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, qui permet de traiter donc les traumatismes et souvenirs refoulés à travers la désensibilisation et la reprogrammation neuronale. On va retrouver également l'EFT ou la TFT, sachant que la TFT c'est la Thought Field Therapy, donc qui est la maman, la mère de l'EFT. On va retrouver aussi des thérapies de schéma, donc qui permettent d'explorer les blessures de l'enfance et leur impact sur les comportements donc actuels. On va retrouver aussi l'écriture introspective et journaling. Ça, c'est vachement bien si c'est couplé avec l'EFT. Ça va 10 milliards de fois plus vite. Donc des méthodes, il y en a plein. La question qui se pose, c'est est-ce que je suis actuellement dans une envie, une décision intérieure
d'aller explorer finalement ma cave et d'aller nettoyer ce que je vais y trouver. Si tu en es à cette étape, je t'invite à aller sur mon blog dans la partie contact. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous gratuit de 15 minutes, ce qui va nous permettre de savoir où tu en es et du coup, quelle direction prendre pour partir dans la guérison de tes traumas. Bonne journée!